Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette deuxième édition de Dialogue francophone, ici à Boston, sur la chaîne publique BNN TV. Nous émettons à partir de nos studios ici à Dorchester, dans l'État du Massachusetts, sur la chaîne 9, réseau de Comcast, la chaîne 15, réseau RCN. Vous pouvez nous suivre également sur le web bnntv.org à partir de 6 h du soir chaque mardi. La semaine dernière, notre premier invité était un diplomate de carrière, et M. Christophe Guilloux, consul général de France en Nouvelle-Angleterre. Mais comme je l'ai expliqué la semaine dernière, la francophonie, ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas le Québec, ce n'est pas seulement Haïti, ou bien tous les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. La francophonie, le français, c'est également des gens nés en dehors de la zone francophone, ce qu'on appelle des francophiles, eh bien, qui aiment la langue française, qui aiment la culture francophone. Notre deuxième invité aujourd'hui, ici avec nous, le professeur émérite Brian Thompson. Est-ce que je peux le présenter comme un francophile, comme un francophone, ou bien un francophile francophone? Bienvenue à Dialogue francophone, Dr Thompson. Merci, je suis ravi d'être là. Le seul problème, quand on présente Brian Thompson, on a l'impression que c'est beaucoup plus facile de parler d'André Malraux avec vous que de parler de l'enseignement du français, puisque pendant plus de 40 ans, vous avez été professeur de français un peu partout dans l'État du Massachusetts. Mais ce soir, nous n'allons pas parler d'André Malraux. Ce sera peut-être une prochaine fois. Et est-ce qu'un francophile, comme vous et Dr Thompson, le français est venu vers vous ou bien vous êtes allé vers le français? L'un et l'autre, dans ce sens où j'ai appris le français un peu par accident. L'occasion s'est présentée par accident. Je suis parti, j'ai commencé mes études à l'université, il faut commencer par là, en grec classique, littérature grecque classique. J'ai découvert rapidement que je ne pouvais pas travailler sérieusement sans l'allemand et l'italien. J'ai persuadé l'université de me laisser partir apprendre l'allemand et l'italien en Europe. Mais vous avez commencé vos études ici aux États-Unis? Oui, c'est ça, c'est ça. Et puisque j'avais sauté toute la première année, j'ai débarqué tout de suite dans un programme de spécialité, tragédie grecque, histoire grecque, pensée politique grecque, art grec. Mais à la bibliothèque, je feuilletais les fiches de bibliothèque et 60 ou 70% des livres critiques m'étaient inaccessibles en allemand et en italien. Donc, l'université m'a laissé faire. Je suis parti tout seul en Europe, j'avais 19 ans, je ne savais pas un mot d'allemand, je ne connaissais pas une personne en Europe. Et j'ai débarqué 8 jours après dans un cours super intensif d'allemand, 6 heures par jour de classe, repas en commun, logé chez l'habitant. Et c'est dans ce contexte où j'ai fait la connaissance de ma future femme parisienne en allemand. Je ne savais pas un mot de français. Elle avait fait 8 ans d'anglais, était diplômée d'HEC, ne sortait pas une phrase, zéro pour la question. Donc on s'est connus en allemand. Et puis elle s'est mise à m'apprendre des chansons françaises, francophones, à la guitare. On jouait tous les deux de la guitare. Donc c'était Brassens, Béard, Moustaki, des chansons de feu de camp. Elle avait été chef de louveteau, chanté dans des chorales à l'université. Donc c'est comme ça que j'ai appris le français au départ. Et généralement, et dans les milieux francophones, dans la zone de la Nouvelle-Angleterre, quand on parle de Brian Thompson, on vous lit directement à la chanson. Pourquoi? D'abord, j'ai appris par la chanson. Donc, tout à fait par hasard, plusieurs années après, j'ai été parachuté prof de français à la fac, à Northeastern pour commencer. Mais pourquoi vous avez dit parachuté? Parce que c'était un accident total, là encore. Entre-temps, donc, revenons en arrière, juste un peu. J'ai continué mes études en Allemagne. Ma future femme a trouvé un travail à Munich, où elle a travaillé toute l'année. Je lui écrivais des lettres en français avec un décoder de poche allemand-français et elle corrigeait les grosses fautes. C'est comme ça que j'ai appris à écrire
Je n'ai jamais suivi de cours de ma vie de langue française, à part l'ancien français. Ensuite, je suis allé à l'université de Munich, où je suis devenu germaniste et médiéviste en moyen haut allemand, 11e, 12e siècle. Rentré à l'université, j'ai changé de département de langue et littérature classique en langue et littérature germanique, et j'ai fait ma première petite thèse sur les influences françaises sur une épopée allemande du Moyen-Âge. Donc, jusqu'à cette époque, vous ne maîtrisiez pas le français? Non, mais j'ai commencé en rentrant, j'ai dîné une fois ou deux par semaine en français, à la table française. D'abord, j'écoutais, et puis de plus en plus, je participais. Quand ma future femme est venue 1 an et demi après voir si c'était sérieux entre nous, je parlais couramment. Et par la suite, je suis allé à Paris en tant que boursier Fulbright à la Sorbonne, en tant que médiéviste français provençal. Je suis rentré moderniste en littérature comparée, allemand, français, anglais, mais allemand principalement. Et puis, finalement, vous êtes rentré aux États-Unis et puis vous avez été professeur pendant combien d'années? D'abord, il faut, juste pour voir comment je suis devenu prof de français, j'ai fait accepter ma femme, alors, parce qu'à Paris, on s'est marié, à Paris et à la campagne, parce qu'il faut 2 fois, si on veut se marier à l'église, par exemple en France, ça ne compte pas. Et je l'ai fait accepter à Harvard en maîtrise de français, comme teaching fellow. Elle enseignait un cours de débutant, ce qui payait ses études. Elle a été recommandée 2 ans après à Northeastern pour un poste de français. Je l'ai accompagnée comme soutien moral à l'interview. C'est moi qui ai eu le poste. Ah bon? Oui. Donc, c'est pas accident? Accident total. Si j'avais cherché un poste, ça aurait été en allemand, mais je devais écrire ma thèse sur Malraux, justement. Et elle enseignait. Mais entre-temps, on s'était fait 2 enfants. Elle ne voulait pas enseigner à plein temps. Et le poste n'était qu'à plein temps. Donc, j'ai dit, il faut bien comment, je peux à la rigueur faire ça. Le directeur des départements était germaniste comme moi. Il a demandé à ma femme, est-ce qu'il parle bien français? Oui, oui, c'est débrouillé. C'est comme ça que j'ai été parachuté, prof de français. Professeur de français pendant combien d'années à Northeastern? Puisque 1 an, simplement. 1 an. Et finalement, pendant combien d'années à UMass Boston? 40 ans. 40 ans. 40 ans professeur de français à UMass Boston. Puisque quand on parle de francophonie, c'est pas seulement parler de la langue française, et c'est surtout essayer d'expliquer l'environnement francophone ici en Nouvelle-Angleterre. Et votre expérience pendant plus de 30 ans à UMass à Boston, si on doit comparer l'environnement francophone ici, ça fait, disons, 40 ans, et maintenant, qu'est-ce que vous nous diriez? Je dirais, autrefois, il y a 40 ans, il y avait davantage de franco-américains qui parlaient encore français. Ça se perd un peu dans la génération suivante. Et il faut dire, quand on parle de franco, ce sont des Américains d'origine québécoise, typiquement, qui sont descendus, les familles sont descendues fin 19e, et depuis dans les usines de textiles ou de chaussures. Donc il y avait, à l'époque, il y avait encore un journal quotidien en français à Lowell, Massachusetts. Il y avait des messes en français dans plusieurs églises dans la région, à Boston, à Waltham, à Lowell, bien sûr, et dans d'autres villes. Donc il y avait davantage de des franco-américains, parlant un français assez coloré, disons. Pour revenir à vos 40 ans et comme professeur à l'université UMass à Boston, en fait, quelles sont les difficultés rencontrées en tant que responsable d'un programme de français pour maintenir ce programme, d'ailleurs, au niveau baccalauréat, ensuite au niveau maîtrise, qui n'existe même pas actuellement à UMass. Malheureusement, nous, on n'a pas de maîtrise à UMass. On devrait, puisqu'on exige à tous les profs en service dans les lycées, il faut qu'ils obtiennent une maîtrise. On n'en offre même pas dans la région. Même à UMass Amherst? Oui, mais ce n'est pas très pratique pour les gens d'ici. Si, à UMass Amherst, il y a maîtrise et doctorat, mais ici, non. C'est-à-dire, ici, dans la région métropolitaine de Boston, à part Tufts University... Non, il faut aller dans les facs privées qui sont difficiles d'accès et chers. Donc, à la fois, on exige des cours au niveau maîtrise et on n'en offre pas. Mais
D'après vous, est-ce que c'est un problème de recrutement ou bien un problème de fonds pour financer ces programmes? Ou bien les deux? Je crois que si on avait un programme, on aurait des candidats, des clients. Parce que tous les profs de français en service, il y en a à peu près 300 dans mon chapitre. Je préside un chapitre de l'AATF, l'Association américaine des profs de français. Pour Eastern Massachusetts, on a à peu près 300 profs qui sont membres. Il y en a plein d'autres qui ne sont pas membres. Donc, il y a des clients, ils doivent tous suivre des cours au niveau maîtrise. Une fois en service, ils doivent continuer à se former. Et on n'en offre pas. Donc, je crois qu'il y aurait des clients. Oui, mais est-ce que c'est un problème de financement à partir de l'État du Massachusetts? De décision et de financement, bien sûr. On coupe de nouveau 8% du budget de l'université, encore cette année, 8% de l'année dernière, je crois. Donc, c'est difficile. Il y a plein de demandes et peu de ressources. Mais juste avant de prendre une pause, Dr. Thompson, quel impact ça peut avoir pour le futur du français dans la région? Il faut voir, si on parle de français dans la région, c'est-à-dire les francophones, comme on avait autrefois des gens qui parlaient français couramment à la maison, de façon normale, je crois que ça se perd. Non, non seulement à ce niveau, mais au niveau de l'enseignement, si on n'a pas de programme de maîtrise dans les universités publiques. Oui, mais il y a quand même beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves dans les lycées qui veulent faire du français. Il y a des lycées qui dédoublent les cours, même, mais on a beaucoup perdu par rapport à autrefois. À l'université, on a autrefois, dans mon département, c'était au départ un département de français, on avait 22 profs. Maintenant, à plein temps. Maintenant, il y en a 2. Oh, 22? Et il y a plusieurs profs à temps partiel. Donc, on offre un certain nombre de cours, mais aucune comparaison avec le bon vieux temps, si on peut dire. Vous suivez Dialogue francophone sur la chaîne publique de Boston. Réseau Comcast, c'est la chaîne 9. Sur RCN, c'est la chaîne 15. Notre deuxième invité pour cette émission Dialogue francophone, une initiative de l'Institut haïtiano-américain de la francophonie, le Dr. Brian Thompson, professeur émérite de français de l'université UMass à Boston, je dirais un professeur à la retraite, mais qui est toujours très actif dans les milieux francophones ici en Nouvelle-Angleterre. Nous allons observer à une pause. Je vous reviens dans quelques secondes. Glucose plus oxygen equals carbon dioxide plus water. Hey, Gio, what's up? And energy. Superior vena cava, pulmonary artery, coronary artery. I'd like to pass them back to you now. For chem tissue types of endoplasmic reticulum with ribosomes. 3 o'clock already. And without. Copy of the skeletal anatomy notes. For chem cycle Wednesday. Velocity access skeletal anatomy Thursday. The lobes of the cortex. She's got the drive, Cranial volume. the energy, Ventral, parietal, the heart, and occipital. and the talent. Cortical motor output. Vena cava. Pre-med. But she wouldn't be here Evolutionary development. without your help. Please support the United Negro College Fund, because a mind is a terrible thing to waste. Vous suivez votre émission Dialogue francophone. Nous sommes ici sur la chaîne, et le réseau de Comcast, c'est la chaîne 9, RCN, c'est la chaîne 15. Notre invité en studio avec nous, le docteur Brian Thompson. Maintenant, venons-en à parler de vos activités. Vous êtes à la retraite, il est vrai, mais vous êtes quand même très actif dans les milieux francophones. Est-ce qu'avec l'enseignement, vous avez laissé toutes vos activités? Non, je continue. D'une part, je fais de la radio. Tous les lundis matins, de 6h à 8h du matin, je fais avec un camarade français une émission à la radio du MIT, WMBR FM, 88,1. Comme ils présentent leurs infos à cette station, le plus à gauche sur votre poste FM. Et donc, ça s'appelle French Toast.
Ça porte essentiellement sur la chanson, la musique de l'espace francophone, en général en français, mais une dizaine d'autres langues. C'est une émission de 30 ou bien de 2 heures. 2 heures. De 2 heures. Et on a des invités soit par téléphone, soit au studio. On a une intervention typiquement vers 7h15 de la part de l'Université populaire de Boston, qui présente des petits sujets sur la biologie, la philosophie voyou, comme ils disent, la géopolitique, la médecine ou différentes choses comme cela. Mais ce sont tous des étudiants ou bien? Non, ce sont des profs. Typiquement des profs à l'École internationale de Boston ou des gens comme le consul général du Brésil, qui est francophone, le consul général de France, qui a été votre invité la semaine dernière, des gens vraiment très pointus qui savent de quoi ils parlent. Ils présentent des conférences en français suivies de discussions en français. C'est ouvert à qui veut venir, sans inscription, sans frais. C'est très bien. Donc, c'est typiquement le jeudi, vendredi soir, mais ils font à l'avance un petit enregistrement pour nous à la radio de 5 minutes sur telle ou telle question. Et puis, à 7h30, je fais le calendrier de tout ce qui se passe dans la région sur le plan francophone, francophile, ou qui a un rapport quelconque avec tout cela. Et puis, quelquefois, on a des interviews, tout dernièrement, avec la ministre des Affaires internationales et de la francophonie, justement. Du Québec. Du Québec. Je l'ai interviewé à la délégation du Québec. Et la semaine dernière, j'ai passé ça hier matin à la radio. On a quelquefois des interviews téléphoniques depuis la France ou depuis le Québec. Mais est-ce que vous couvrez également la politique? Pas vraiment. C'est essentiellement une émission sur la musique, mais avec des apports sur des questions de culture. Oui, mais quand on a une émission en français, et on parle de la France, on parle du Québec, on parle d'Haïti, est-ce qu'on peut mettre de côté, par exemple, l'affaire Dominique Strauss-Kahn? Non, on peut. Il faudrait avoir justement une excuse pour en parler. Si on avait une interview téléphonique ou au studio, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas le propos de notre émission. Mais on a comme ça des apports à l'occasion de différents domaines. On a interviewé par exemple des chefs comme Raymond Host chez Sandrine ou d'autres gens comme ça sur des questions qui n'ont rien à voir avec la musique, plutôt la gastronomie. Donc c'est variable un peu, mais dans l'ensemble, ça porte sur la musique. Mais est-ce que, par exemple, cette émission a un certain rapport avec le festival que vous organisez régulièrement chaque année sur la chanson francophone? Que j'organisais au passé. Ah bon? Oui, j'ai organisé pendant 6 ans, de 93 en 98, un festival assez important, 10 jours, matin et soir. Matin dans les lycées, c'est là où on avait notre plus grand public. Jusqu'à 900 ou 2 fois 500 de la matinée. C'était le temps de Éric Vincent? Pas spécialement, mais il est venu parmi beaucoup d'autres. Et puis le soir, dans les meilleurs clubs de la région, Scarlet Jazz Club, Johnny D's, Ricardo Bar, Club Passim, Payne Hall à Harvard, le bâtiment de musique, Psy Performance Center, BU, Hôtel Méridien, Boston Harbor Hotel, French Library, etc., etc. J'ai fait venir des artistes de France, de Belgique, d'Algérie, du Québec, de Québec, du Manitoba, du Saskatchewan, du Vietnam, du Texas, et pas d'Haïti, Madagascar. Et pas d'Haïti. Même Bito Vaoba. Si, d'Haïti aussi, mais relativement peu par rapport aux autres. Mais vraiment des artistes formidables. Certains très connus, genre Maxime Le Forestier, Marie-Paul Bell, Daniel Lavoie, des gens super connus, les nouvelles polyphonies corses, en corse et en latin. Et puis des gens moins connus, mais tout aussi bons. Parce qu'il y en a beaucoup de bons qui ne sont pas connus, qui ne passent jamais à la télé ou à la radio en France, mais qui sont très bons. Et pourquoi vous n'organisez plus? C'est une longue histoire. La dernière édition, c'était en automne 98. Tout le printemps suivant, j'étais directeur de l'année d'études à Paris de UMass. Et j'ai organisé, à la suggestion de la SACEM, c'est
l'agence qui recueille les droits d'auteur, comme ici BMI ou ASCAP. Et c'était un de mes sponsors. Une réunion de tous les sponsors passés, présents et éventuels, tous ceux qui devraient s'y intéresser, dont des ministères, ne sont venus à la réunion dans les bureaux du Fonds pour la création musicale que le président de ce fonds, c'était chez lui, quelqu'un de l'ADAMI, c'est une autre agence professionnelle, le seul à jamais se déplacer jusqu'ici, et quelqu'un du bureau export de la musique française qui n'avait strictement jamais rien fait pour le festival. Tous les autres, y compris la SACEM, qui avait proposé la réunion, non seulement ne sont pas venus, mais n'ont même pas donné signe de vie pour dire qu'ils ne venaient pas. Donc j'ai dit, zut, si c'est comme ça, je fais des choses de mon côté. Donc j'ai cessé. C'est-à-dire le financement et de ces activités était assuré par... En partie. Tout d'abord, j'ai assuré tout moi-même. J'étais directeur, agent de voyage, chauffeur, roadie, ingénieur son, ingénieur éclairage. Réalisateur. Je faisais tout moi-même. Et puis peu à peu, j'ai pu avoir des subventions de différentes agences professionnelles ou de 2 ministères français. Et j'ai pu me remplacer dans différentes tâches comme ça, engager des ingénieurs pour apporter leur équipement, parce que je transportais tout. J'ai déchargé la camionnette 2 fois par jour. Mais nous avons juste 90 secondes environ pour mettre un terme à cette émission. On n'a pas eu le temps de parler de vos activités en temps vraiment engagé dans l'association des profs de français dans la région. En peu de mots, en 1 minute. Oui, je suis président et puis avec mon comité, nous organisons des ateliers pour les profs, entre autres sur la francophonie, entre autres sur Haïti, pour qu'ils puissent mettre ça davantage dans leur enseignement au niveau lycée ou université. Et donc, c'est-à-dire, vous avez pris votre retraite comme enseignant, mais vous continuez à militer dans la promotion de la francophonie. Oui, tout à fait. Et c'était au mois de novembre, je vous ai vu participer à la dernière conférence de l'Association des profs de langue aux États-Unis. Est-ce qu'on va vous voir l'année prochaine, ce sera dans le Colorado? Pas ACTFL, non, pas cette organisation-là, j'en suis pas membre, mais je serai au Massachusetts Foreign Language Association fin octobre à Sturbridge. J'y vais toujours depuis 30 ans. Et pour terminer, professeur Thompson, pour ceux-là qui regardent cette émission, si vous avez un conseil à donner aux parents dont les enfants vont fréquenter particulièrement les écoles secondaires, est-ce que vous allez recommander le français au lieu... Moi, je dirais, c'est la première langue à apprendre pour un anglophone, disons. Avant l'espagnol, avant le chinois. Après, une fois que vous avez 2 langues, disons anglais-français. Et pourquoi? Parce que c'est une langue vraiment internationale qui est parlée soit comme première langue, soit comme langue officielle en Afrique de l'Ouest, par exemple. J'y suis allé 3 fois comme interprète. Soit comme seconde langue dans beaucoup de pays, tous les pays de la francophonie, et dans toutes les institutions comme l'ONU, comme les différentes instances à Genève, à Strasbourg, etc., la communauté européenne, c'est une langue diplomatique encore maintenant. Et pour moi, après l'anglais, ça doit être la langue à apprendre. Une richesse extraordinaire de littérature, de musique, de cinéma, etc., une culture très riche à explorer. Ensuite, après 2 langues, 3e, 4e, 5e, ça vient plus facilement. Bien, c'est avec ces dernières recommandations du professeur Brian Thompson que nous allons mettre un terme à cette 2e édition de Dialogue francophone, une émission qui fait partie des activités de l'Institut haïtiano-américain de la francophonie, l'INAF. Cette émission est diffusée tous les mardis entre 6h et 6h30 sur la chaîne 9, réseau de Comcast, la chaîne 15, le réseau de RCN, ici dans l'État du Massachusetts. Vous pouvez également suivre l'émission tous les lundis soirs en différé sur les mêmes chaînes à partir de 9h jusqu'à 9h30. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À la semaine prochaine.